Pays méconnu, le Pakistan est pourtant une puissance militaire incontournable en Asie du Sud. Son armée, héritière des structures coloniales britanniques, s'est transformée en une force moderne et influente, jouant un rôle central dans la politique nationale et dans les équilibres stratégiques mondiaux. Mais comment ce pays a-t-il fait pour s'imposer? Quels sont ses points forts ainsi que ses points faibles? Et quels sont les challenges auxquels il doit faire face? Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti! Le Pakistan, né de la partition de l'Inde en 1947, a traversé une histoire politique marquée par des tensions internes, des conflits régionaux et des périodes de régime militaire. Créé sous l'impulsion de la Ligue musulmane et de son leader Muhammad Ali Jinnah, le pays devait être un refuge pour les musulmans du sous-continent indien. Pourtant, dès ses premières années, il a dû faire face à des défis politiques majeurs, notamment la gestion de la diversité ethnique et linguistique, la question du Cachemire et les tensions avec son voisin indien. Après son indépendance, le Pakistan était divisé en deux parties. Le Pakistan occidental, l'actuel Pakistan, et le Pakistan oriental qui est aujourd'hui le Bangladesh. Jinnah, le père de la nation, meurt en 1948, laissant un vide politique difficile à combler. Son successeur, Liaquat Ali Khan, tente d'établir une démocratie parlementaire, mais il est assassiné en 1951. Le pays souffre alors d'instabilité politique avec une succession rapide de gouvernements et une incapacité à adopter une constitution jusqu'en 1956. En 1958, le général Ayub Khan orchestre un coup d'État militaire, marquant le début de l'influence des forces armées sur la politique du pays. Ayub Khan impose un régime autoritaire et cherche à moderniser le pays, mais son gouvernement est contesté, notamment au Pakistan oriental, où la population bengali se sent marginalisée. En 1969, sous la pression des manifestations, il démissionne et cède le pouvoir au général Yahya Khan. Les tensions entre le Pakistan occidental et oriental atteignent un point critique en 1971 lorsque les Bengalis réclament leur autonomie. Par la suite, une guerre civile éclate, conduisant à une intervention militaire de l'Inde qui appuie les indépendantistes bengalis. Le conflit aboutit à la création du Bangladesh en décembre 1971. Après la perte du Pakistan oriental, Zulfikar Ali Bhutto devient Premier ministre et tente de reconstruire le pays sur des bases socialistes et nationalistes. Il nationalise plusieurs industries et renforce le programme nucléaire pakistanais. Cependant, son gouvernement devient de plus en plus autoritaire, ce qui conduit à son renversement par un coup d'État militaire mené par le général Zia-ul-Haq en 1977. Zia-ul-Haq instaure la loi martiale et mène une politique d'islamisation radicale, imposant des lois inspirées de la charia. Son règne est également marqué par l'intervention du Pakistan dans la guerre soviéto-afghane. La guerre soviéto-afghane est un conflit majeur de la guerre froide qui oppose l'Union soviétique aux Moudjahidines afghans, soutenus par les États-Unis, le Pakistan et plusieurs autres nations. Cette guerre trouve son origine dans l'instabilité politique de l'Afghanistan des années 1970. En 1978, un coup d'État communiste mené par le Parti démocratique populaire d'Afghanistan renverse le gouvernement en place et instaure un régime socialiste. Cependant, ce nouveau pouvoir se heurte rapidement à une forte opposition, notamment de la part des tribus afghanes et des groupes islamistes opposés aux réformes imposées par le PDPA. Face à la montée des révoltes et à la menace d'un effondrement du gouvernement pro-soviétique, l'URSS décide d'intervenir militairement en décembre 1979. L'invasion soviétique vise officiellement à stabiliser le pays et à soutenir le régime en place, mais elle est perçue comme une tentative d'expansion du communisme. Très vite, l'armée soviétique se retrouve confrontée à une insurrection généralisée menée par les Moudjahidines, des combattants islamistes bénéficiant du soutien logistique, financier et militaire des États-Unis via l'opération Cyclone de la CIA, ainsi que du Pakistan et de l'Arabie saoudite. Cette guerre a des conséquences majeures. L'Afghanistan est ravagé par une décennie de conflits et la guerre civile persiste même après le départ des Soviétiques. Ainsi,
Avec le soutien des États-Unis et de l'Arabie Saoudite, Islamabad finance et entraîne des moudjahidines contre l'Union soviétique, un engagement qui aura des répercussions durables sur la politique intérieure et régionale du Pakistan. Zia meurt dans un mystérieux crash aérien en 1988, ouvrant la voie au retour de la démocratie. Les années 1990 sont marquées par une alternance entre Benazir Bhutto, la fille de Zulfikar Ali Bhutto, et de Nawaz Sharif. Cependant, les gouvernements civils sont minés par la corruption et les tensions avec l'armée. En 1999, le général Pervez Musharraf renverse Nawaz Sharif et établit un régime militaire. Après les attentats du 11 septembre 2001, le Pakistan devient un allié clé des États-Unis dans la guerre contre le terrorisme. Cependant, ce partenariat provoque une montée de l'extrémisme islamiste dans le pays, notamment avec l'émergence des talibans pakistanais. Sous la pression internationale, Musharraf organise des élections en 2008 qui marquent le retour d'un gouvernement civil dirigé par le Parti du peuple pakistanais. Depuis 2008, le Pakistan oscille entre gouvernement civil et influence persistante de l'armée. Asif Ali Zardari, puis Nawaz Sharif tentent de stabiliser le pays, mais la corruption et les tensions avec l'Inde persistent. Imran Khan, ancien joueur de cricket, devient Premier ministre en 2018 avec un programme anticorruption et nationaliste, mais il est destitué en 2022 sous la pression de l'armée. Aujourd'hui, le Pakistan fait face à de nombreux défis. Instabilité politique, crise économique, tensions avec l'Inde et la montée de l'extrémisme. L'armée reste un acteur central, influençant les gouvernements civils et la politique étrangère du pays. En parlant de l'armée, regardons de plus près sa composition. L'armée pakistanaise, officiellement connue sous le nom de Pakistan Armed Forces, est l'une des institutions les plus puissantes du pays, tant sur le plan militaire que politique. Structurée en plusieurs branches, elle comprend les forces terrestres, la marine, l'armée de l'air et les forces stratégiques chargées de l'arsenal nucléaire. Elle s'appuie également sur diverses forces paramilitaires et unités spéciales qui renforcent sa capacité opérationnelle. L'armée de terre constitue le cœur de la défense nationale. Elle est structurée en plusieurs corps d'armée déployés stratégiquement sur les frontières avec l'Inde et l'Afghanistan. Son arsenal est constitué d'une flotte de plus de 2500 chars, dont des modèles modernes comme l'Al-Khalid, conçu en partenariat avec la Chine. Elle dispose également d'un large éventail de véhicules blindés, de systèmes d'artillerie et de missiles balistiques, lui permettant d'avoir une puissance de feu importante face à son principal rival, l'Inde. L'armée de terre est également impliquée dans la lutte contre les groupes terroristes à l'intérieur du pays, notamment à travers des opérations dans les zones tribales et au Baloutchistan. La marine pakistanaise, bien que plus modeste que celle des grandes puissances maritimes, joue un rôle crucial dans la sécurisation des côtes du pays et de ses intérêts en mer d'Arabie. Elle dispose d'une flotte comprenant des sous-marins, des frégates, des corvettes et des patrouilleurs rapides. Le Pakistan cherche à moderniser sa marine grâce à un partenariat stratégique avec la Chine, qui lui fournit des sous-marins avancés de classe type 039A et des frégates furtives type 054 AP. L'un des atouts majeurs de la marine pakistanaise est sa capacité de dissuasion nucléaire maritime, développée avec des sous-marins capables de lancer des missiles balistiques. Cette composante renforce son rôle dans l'équilibre stratégique avec l'Inde. L'armée de l'air est l'une des plus performantes de la région, avec des chasseurs modernes tels que le JF-17 Thunder, développé conjointement avec la Chine, ainsi que des F-16 fournis par les États-Unis. Elle exploite également des Mirage 3 et des J-10C, qui renforcent sa capacité de frappe et de défense aérienne. Elle est essentielle pour la doctrine militaire pakistanaise, assurant une couverture aérienne rapide et efficace en cas de conflit. Elle possède aussi une composante de drone en plein développement, utilisée pour la surveillance et le combat, notamment contre les groupes insurgés. L'un des piliers de la puissance militaire pakistanaise repose sur son arsenal nucléaire, développé en réponse à l'Inde. Le Pakistan possède un stock estimé à 170 à 180 ogives nucléaires, avec une capacité de lancement depuis des missiles balistiques, des avions de combat et des sous-marins. Le programme nucléaire pakistanais est né d'un impératif stratégique face à l'Inde, son rival historique.
Dès les années 1950, Islamabad s'intéresse à la technologie nucléaire, mais c'est après la guerre de 1971 qui aboutit à l'indépendance du Bangladesh que cette décision devient une nécessité nationale. La défaite humiliante face à l'Inde pousse le Premier ministre Zulfikar Ali Bhutto à accélérer le projet, affirmant que, quel qu'en soit le coût, le Pakistan se doterait de l'arme nucléaire. Cette décision se renforce en 1974 lorsque l'Inde procède à son premier essai nucléaire, obligeant Islamabad à réagir rapidement pour ne pas être relégué à une position de vulnérabilité stratégique. Pour contourner les restrictions internationales, le Pakistan s'oriente vers l'enrichissement de l'uranium, une technologie plus discrète que la production de plutonium. En 1975, Abdul Qadir Khan, un scientifique ayant travaillé dans l'industrie nucléaire européenne, apporte son expertise et met en place un réseau clandestin permettant l'acquisition de centrifugeuses et de technologies essentielles. Cette avancée marque le véritable départ du programme nucléaire pakistanais qui se poursuit malgré les pressions et sanctions internationales. Durant les années 1980, sous la dictature du général Zia-ul-Haq, les progrès s'accélèrent. Washington, préoccupé par la guerre en Afghanistan contre l'URSS, ferme les yeux sur l'avancée du programme pakistanais, bien qu'il soit de plus en plus évident qu'Islamabad soit sur le point d'atteindre la capacité de fabrication d'une bombe. L'aboutissement de cette course survient en mai 1998. Après une nouvelle série de tests nucléaires indiens, le Pakistan réplique avec 6 essais dans la province du Baloutchistan à Chagai. Ces essais, connus sous les noms de Chagai 1 et Chagai 2, confirment officiellement le Pakistan comme une puissance nucléaire. Cette démonstration de force entraîne immédiatement des sanctions économiques de la part des États-Unis et de la communauté internationale, mais elle est perçue comme une victoire nationale, renforçant la position militaire du pays dans la région. Aujourd'hui, le Pakistan dispose d'un arsenal estimé à environ 170 à 180 ogives nucléaires, réparties sur une gamme variée de missiles balistiques et de croisières. Parmi eux, le Shahin 3, capable d'atteindre 2750 km, et le missile Babur, pouvant être lancé depuis la terre, l'air ou la mer, offrent à Islamabad une capacité de frappe flexible. Contrairement à l'Inde, qui adopte une doctrine de non-emploi en premier, le Pakistan maintient une stratégie de dissuasion plus agressive, envisageant l'usage du nucléaire en cas de menace existentielle. La Chine joue un rôle clé dans la modernisation de cet arsenal, notamment en fournissant des technologies avancées et en soutenant le développement de missiles sophistiqués. Cependant, le programme nucléaire pakistanais a aussi suscité de nombreuses préoccupations en matière de prolifération. Le réseau clandestin d'Abdul Qadir Khan a été accusé d'avoir fourni des technologies nucléaires à des pays comme l'Iran et la Corée du Nord, ce qui a valu au Pakistan une surveillance accrue de la part des puissances occidentales. Malgré ces controverses, Islamabad assure que son arsenal est sécurisé et protégé par des protocoles stricts pour éviter tout risque de détournement. Le nucléaire demeure ainsi un pilier fondamental de la stratégie de défense pakistanaise. Il permet au pays de compenser son désavantage conventionnel face à l'Inde et d'assurer un équilibre de la terreur en Asie du Sud. Toutefois, les tensions récurrentes entre les deux pays, couplées aux défis internes liés à l'instabilité politique et économique, posent la question de la gestion à long terme de cet arsenal. D'ailleurs, regardons de plus près les tensions avec l'Inde. L'histoire des relations entre l'Inde et le Pakistan débute avec la fin de l'Empire britannique en Inde en 1947. Lors de cette période de décolonisation, les Britanniques, sous la pression des mouvements nationalistes, décident de diviser le sous-continent indien en 2 États distincts. L'Inde, majoritairement hindoue, et le Pakistan, majoritairement musulman. Cette partition, basée sur des différences religieuses, entraîne des déplacements massifs de population et des violences intercommunautaires qui feront plus d'1 million de morts et des millions de déplacés. Rapidement, l'un des principaux points de tension entre les deux pays est le Cachemire, une région montagneuse située entre l'Inde et le Pakistan. En fait, lors de l'indépendance, les États princiers avaient théoriquement le droit de choisir leur rattachement à l'un ou l'autre pays. À cette époque, le Cachemire est dirigé par le Maharaja Hari Singh, un hindou, alors que la majorité de la population est musulmane.
Hari Singh hésite entre rejoindre l'Inde ou le Pakistan, espérant rester indépendant. Cependant, il décide de signer un accord d'accession à l'Inde. Cette décision déclenche la première guerre indo-pakistanaise qui se déroule de 1947 à 1948 et qui se termine par un cessez-le-feu et la création d'une ligne de contrôle divisant le Cachemire en deux parties. Depuis, environ un tiers du Cachemire est contrôlé par le Pakistan et 2/3 par l'Inde. La deuxième guerre indo-pakistanaise éclate en 1965. Elle a été déclenchée par l'opération pakistanaise Gibraltar, visant à infiltrer le Cachemire indien pour provoquer une révolte. En réponse, l'Inde a lancé des offensives dans le Cachemire et au Pendjab. Le conflit s'est terminé par un cessez-le-feu sous l'égide de l'ONU, avec des pertes importantes des deux côtés. La troisième guerre indo-pakistanaise a eu lieu en 1971 et a été principalement centrée sur l'est du Pakistan, qui est devenu par la suite le Bangladesh. Ce conflit a été déclenché par des tensions ethniques et politiques entre les populations bengalies et le gouvernement pakistanais. L'Inde a soutenu les forces bengalies et le conflit a conduit à l'indépendance du Bangladesh. Dans les années 1970, l'Inde commence à développer un programme nucléaire militaire et procède à son premier essai nucléaire en 1974. Comme vu précédemment, en réponse, le Pakistan initie son propre programme nucléaire, soutenu par des ambitions de parité stratégique. Enfin, le conflit de Kargil a eu lieu en mai et en juin 1999. Il a été déclenché par l'infiltration de combattants pakistanais dans la région du Kargil, dans le Cachemire indien. Les forces indiennes ont mené une série de combats pour repousser les infiltrés, aboutissant à une victoire indienne. Aujourd'hui, le Cachemire reste une région à majorité musulmane au sein de l'Inde, et les tensions locales sont exacerbées par des mouvements indépendantistes. Ces mouvements sont confrontés à une forte répression de l'armée indienne, et la région devient l'une des plus militarisées au monde. En effet, la région du Cachemire est marquée par la présence de groupes armés, certains pro-indépendance, d'autres pro-pakistanais, accusés par l'Inde de bénéficier d'un soutien direct ou indirect du Pakistan. Le Pakistan nie soutenir ces groupes, mais affirme soutenir les droits des Cachemiris à l'autodétermination. Cependant, des attentats comme celui de Pulwama en février 2019, où 40 membres des forces indiennes sont tués par un groupe basé au Pakistan, ravivent les tensions. En réponse, l'Inde mène des frappes aériennes sur des cibles présumées terroristes au Pakistan, et les deux pays se retrouvent une nouvelle fois au bord de la guerre. Les tensions atteignent un nouveau sommet en août 2019, lorsque le gouvernement indien, sous l'impulsion du Premier ministre Narendra Modi, décide de révoquer l'article 370 de la Constitution, qui accordait un statut spécial à l'État du Jammu et Cachemire. Cette décision retire l'autonomie du Cachemire indien et met la région sous contrôle direct de New Delhi. Le Pakistan dénonce rapidement cette décision comme une violation des droits de la région. Malgré cela, l'année 2024 a permis de montrer un réchauffement dans les relations indo-pakistanaises. En juin 2024, le Premier ministre du Pakistan a félicité Narendra Modi, le Premier ministre nationaliste hindou, au lendemain de sa prestation de serment. Enfin, en octobre 2024, le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, est arrivé à Islamabad pour assister à un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, une organisation intergouvernementale dont l'objectif est de promouvoir la coopération entre ses États membres dans divers domaines. Cela marque la première visite d'un chef de la diplomatie indienne sur le sol pakistanais depuis près d'une décennie. Mais le Pakistan est surtout proche de la Chine. Tout a commencé dans les années 50, lorsque le Pakistan a été l'un des premiers pays à reconnaître la République populaire de Chine en 1951, peu après sa fondation. À l'époque, les deux pays cherchaient à s'établir sur la scène internationale dans un contexte marqué par la guerre froide. Leur relation a pris un tournant décisif en 1962 lors de la guerre sino-indienne. Partageant une hostilité envers l'Inde, avec qui ils ont une frontière terrestre, le Pakistan et la Chine se sont rapprochés, renforçant leur alliance par un traité frontalier en 1963 qui a dissipé leurs différends territoriaux. Ensuite, les années 70 ont marqué un approfondissement des liens entre les deux pays.
La Chine a soutenu le Pakistan lors de ses conflits avec l'Inde, notamment pendant la guerre de 1971 qui a conduit à la création du Bangladesh. De plus, le Pakistan a joué un rôle crucial dans le rapprochement entre la Chine et les États-Unis, facilitant notamment les visites secrètes d'Henry Kissinger en 1971. Ce qui a permis de préparer la visite historique du président Richard Nixon en Chine l'année suivante. Ces efforts ont été essentiels pour améliorer les relations entre les deux superpuissances. Comme vu précédemment, dans les années 80 et 90, la coopération sino-pakistanaise a pris une dimension militaire et nucléaire. La Chine a fourni des armes et joué un rôle clé dans le développement du programme nucléaire pakistanais, renforçant ainsi les capacités stratégiques d'Islamabad. À partir des années 2000, les relations entre les deux pays se sont davantage tournées vers l'économie. Avec le lancement de l'initiative des nouvelles routes de la soie par Pékin, le Pakistan est devenu un partenaire central, notamment grâce au corridor économique Chine-Pakistan. Ce projet ambitieux, lancé en 2015, vise à connecter le port pakistanais de Gwadar à la région chinoise du Xinjiang, transformant le Pakistan en un hub commercial régional. Ce projet comprend des routes, des chemins de fer, des pipelines et des projets énergétiques. L'objectif principal est de faciliter l'accès à la Chine au marché du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Europe via le port stratégique de Gwadar, tout en réduisant sa dépendance au détroit de Malacca, vulnérable à des blocages maritimes. Pour le Pakistan, ce projet offre une opportunité de développement économique cruciale, en modernisant son infrastructure et en stimulant sa croissance industrielle. Cependant, il suscite des débats. Certains analystes considèrent le corridor comme un levier pour renforcer l'alliance stratégique sino-pakistanaise, un contrepoids face à l'Inde, leur rival commun. D'autres y voient une manifestation de la dépendance croissante du Pakistan envers la Chine, notamment en raison des prêts massifs nécessaires pour financer les projets. Cette dépendance pourrait aggraver la dette du Pakistan et compromettre sa souveraineté économique. Sur le plan géopolitique, ce corridor est également source de tensions, notamment avec l'Inde, qui s'oppose au projet car il traverse le territoire contesté du Cachemire. Par ailleurs, les deux pays ont continué de collaborer sur le plan militaire avec des projets tels que la fabrication conjointe des avions de chasse JF-17. Mais la dépendance du Pakistan n'est pas la seule tension dans ces relations. D'ailleurs, l'année 2024 a été tumultueuse. En mars, une attaque terroriste a tué 5 ressortissants chinois dans le nord du Pakistan, moins d'une semaine après un autre attentat contre des travailleurs chinois dans le sud-ouest du pays. En effet, un kamikaze a percuté avec sa voiture chargée d'explosifs un véhicule transportant des ouvriers et des ingénieurs chinois vers le barrage de Dassu, le plus grand projet hydroélectrique du Pakistan. Et le modus operandi a été savamment étudié, car après l'explosion, le véhicule visé est tombé dans une gorge et a pris feu, ne laissant aucune chance à ses occupants. En juillet 2021, 9 ressortissants chinois avaient déjà été tués dans une explosion alors qu'ils se rendaient vers ce fameux barrage de Dassu. Le ministre de l'Intérieur pakistanais, Mohsin Naqvi, a alors expliqué que « l'ennemi a pris pour cible des citoyens chinois qui sont les amis du Pakistan », sans préciser à qui le terme « ennemi » faisait référence. Celui-ci estime que les attaques contre les Chinois au Pakistan font partie d'un plan plus vaste visant à nuire aux intérêts économiques du pays et à saboter les liens entre les deux pays. Les autorités pakistanaises n'ont énoncé aucune hypothèse quant à l'origine de l'attentat, qui n'a pas été publiquement revendiqué. Cependant, les médias se doutent du responsable. En fait, l'attentat a eu lieu à Shangla, un district de la province de Khyber Pakhtunkhwa, frontalière de l'Afghanistan, dans le nord du pays, et où les groupes talibans pakistanais multiplient les attaques ces dernières années. Cela inquiète la Chine, car cet attentat survient moins d'une semaine après une attaque à l'arme à feu qui avait déjà visé un convoi transportant des citoyens chinois à l'extérieur du port de Gwadar, situé dans le sud-ouest de la province du Baloutchistan, à l'autre bout du Pakistan. Les forces de sécurité pakistanaises ont alors immédiatement riposté, tuant 8 militants de l'armée de libération du Baloutchistan, un groupe séparatiste
qui n'a a priori aucun lien avec les talibans actifs dans la province du second attentat. L'Armée de libération du Baloutchistan, alias ALB, est fondée au début des années 2000. L'ALB revendique plus d'autonomie, voire l'indépendance complète du Baloutchistan. Le groupe mène des attaques contre les forces de sécurité pakistanaises et des infrastructures pour protester contre ce qu'ils considèrent comme l'exploitation de leurs ressources naturelles par le gouvernement central et des entreprises étrangères. L'ALB est considérée comme une organisation terroriste par le gouvernement pakistanais en raison de la violence de ses actions. Le conflit dans la région est alimenté par des sentiments d'inégalité économique et politique, ainsi que par la répression musclée du gouvernement. Ainsi, l'ALB a régulièrement pris pour cible des ressortissants chinois, affirmant que les habitants de l'ethnie baloutche ne recevaient pas leur juste part des richesses extraites par les investisseurs étrangers. Après l'attaque, Pékin s'est contenté de répéter les positions du gouvernement, selon lequel la Chine continuera à soutenir le développement économique et social du Pakistan et l'amélioration des conditions de vie de sa population. Car pour les deux accidents, c'est manifestement le corridor économique Chine-Pakistan qui est visé. Ensuite, en octobre 2024, 2 Chinois sont tués dans un attentat près de l'aéroport de Karachi. Cette fois, l'attentat est revendiqué par l'Armée de libération du Baloutchistan, qui a affirmé avoir pris pour cible un convoi de haut niveau d'ingénieurs et d'investisseurs chinois. Il ne faut pas oublier que cette province est riche en hydrocarbures et en minerais, mais sa population se plaint d'être marginalisée et privée de ses ressources naturelles. Les 2 citoyens chinois travaillaient sur le projet de centrale nucléaire de Port Qasim, un programme financé par Pékin. L'offensive a également blessé un autre ressortissant chinois et plusieurs citoyens pakistanais. L'ambassade de Chine a exhorté les autorités pakistanaises à mener une enquête approfondie sur les attaques et à punir sévèrement les assassins. Elle exige, par ailleurs, que des mesures soient prises pour assurer pleinement la sécurité des citoyens, des institutions et des projets chinois. Le groupe armé avait revendiqué, en août, une série d'attentats coordonnés ayant fait une 50aine de morts. Certains se sont alors demandé si ces événements pourraient signer la fin de l'amitié sino-pakistanaise. Cependant, cela est peu probable, car la Chine et le Pakistan entretiennent des relations stratégiques et économiques solides. Regardons maintenant de plus près les relations avec les États-Unis. Depuis la création du Pakistan en 1947, le pays a cherché à s'assurer le soutien de grandes puissances pour sa sécurité nationale et son développement économique. Les États-Unis, quant à eux, ont vu dans le Pakistan un allié stratégique en Asie du Sud, particulièrement durant la guerre froide et plus tard dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international. Les premières années de la relation américano-pakistanaise ont été dominées par des considérations géopolitiques, notamment l'opposition commune au bloc soviétique. Dès les années 1950, les États-Unis ont soutenu le Pakistan à travers des alliances comme le Southeast Asia Treaty Organization et le Central Treaty Organization, des alliances militaires dans l'objectif de contenir l'expansion du communisme. Cependant, cette coopération a été marquée par une méfiance constante de la part du Pakistan vis-à-vis des intentions américaines, ce qui a exacerbé les tensions avec l'Inde, un autre allié stratégique de l'URSS. Dans les années 1980, le rôle du Pakistan s'est intensifié dans le contexte de la guerre soviéto-afghane. Les États-Unis ont cherché à utiliser le Pakistan comme base pour soutenir les moudjahidines afghans luttant contre l'occupation soviétique en fournissant des aides militaires et financières. Ce soutien a renforcé les liens entre Washington et Islamabad, mais aussi permis au Pakistan de renforcer ses capacités militaires, en particulier son programme nucléaire, ce qui deviendra un sujet de tension majeur plus tard. L'aide américaine s'est notamment concentrée sur l'approvisionnement en armes et en matériel militaire, ce qui a permis au Pakistan de se positionner comme un acteur clé dans la région. Cependant, après le retrait soviétique d'Afghanistan en 1989 et la fin de la guerre froide, les relations entre les États-Unis et le Pakistan ont connu une période de refroidissement. Par exemple, Washington, allié traditionnel de l'Inde, a imposé des sanctions économiques et militaires au Pakistan dans un effort pour limiter les ambitions nucléaires du pays.
L'événement qui allait redéfinir la relation américano-pakistanaise fut les attaques terroristes du 11 septembre 2001. L'Afghanistan, voisin immédiat du Pakistan, était alors sous le régime des talibans, un groupe que les États-Unis considéraient comme un soutien au réseau terroriste d'Al-Qaïda. Dans ce contexte, le Pakistan de Pervez Musharraf, qui était devenu président après un coup d'État en 1999, a choisi de se rallier à la coalition internationale dirigée par les États-Unis pour combattre le terrorisme. Ce soutien a permis à Islamabad de bénéficier d'une aide militaire et économique substantielle, mais a aussi placé le Pakistan dans une position délicate vis-à-vis de ses propres groupes islamistes et de la population, dont une grande partie considérait les États-Unis comme un ennemi. Malgré cette coopération, la relation entre les deux pays a été marquée par des tensions persistantes. Les États-Unis ont souvent reproché au Pakistan de ne pas être pleinement engagé dans la lutte contre les talibans, d'une part à cause de ses liens historiques avec certains groupes militants, et d'autre part en raison de son désir de maintenir un équilibre stratégique avec l'Inde. Les opérations militaires américaines en territoire pakistanais ont également exacerbé les tensions, le gouvernement pakistanais accusant Washington de violer sa souveraineté. Sous la présidence de Barack Obama, les relations ont continué d'être ambiguës, malgré la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Les États-Unis ont renforcé leurs frappes par drone en territoire pakistanais, ce qui a été perçu par une large partie de la population pakistanaise comme une ingérence étrangère et une violation des droits de l'homme. De plus, les pressions pour que le Pakistan prenne des mesures plus drastiques contre certains groupes terroristes ont exacerbé les tensions, tandis que l'armée pakistanaise continuait de voir ces groupes comme des instruments de pression contre l'Inde. Sous Donald Trump, les relations se sont encore tendues, avec une politique marquée par des déclarations publiques agressives et la réduction de l'aide militaire et économique américaine au Pakistan. Sous la présidence de Joe Biden, les relations ont continué de refléter une ambiguïté stratégique. Le retrait américain d'Afghanistan en 2021 a renforcé le rôle du Pakistan en tant qu'acteur clé dans les négociations sur l'avenir de l'Afghanistan. Cependant, les divergences sur la question du terrorisme, les droits de l'homme et la relation avec la Chine restent des sujets de tension. Avec la réélection de Trump, on peut se demander si les tensions vont encore monter d'un cran. Affaire à suivre. Il est donc clair que l'armée pakistanaise se positionne comme un pilier de la puissance nationale, à la fois force de dissuasion, garante de la stabilité interne et acteur clé dans les relations internationales. Dotée d'un arsenal nucléaire et de partenariats stratégiques, notamment avec la Chine, elle continue de renforcer ses capacités face aux menaces extérieures et intérieures.